Europe Soir, Le 18-20. Julien Bugier. 19h20 et ce soir dans le débat du Club des idées, cette question, y a-t-il un problème structurel de violence au sein de la police ? Il y a bien sûr cette vidéo de passage à tabac du producteur parisien, les événements de la place de la République avec l'évacuation des migrants, mais aussi d'autres bavures, d'autres propos. Alors y a-t-il une crise de commandement ? La police nationale doit-elle se réformer ? Faut-il aussi peut-être mieux la contrôler ? On en parle donc ce soir avec Léo Moreau. Bonsoir. Bonsoir. Membre du bureau national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. On en parle également avec Fabien Jobard. Bonsoir. Bonsoir. Sociologue, spécialiste des questions de police, directeur de recherche au CNRS et au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Et on en parle également avec le criminologue Alain Bauer. Bonsoir. Professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Alors, je voudrais d'abord vous entendre, Léo Moreau. Est-ce que ces bavures à répétition sont, selon vous, le signe d'une police en crise ? Je crois que d'abord, ces bavures, elles nous font du mal. Quand on voit des vidéos comme celle qu'on a vue de l'intervention dans le 17e arrondissement, elles nous affaiblissent collectivement et on a reçu de nombreux messages de collègues qui nous disent à quel point ils sont tristes et ils sont en colère que leur image soit associée à ce type de comportement. Donc après, on a effectivement un certain nombre de problèmes. Il ne faut pas hésiter à dire que le racisme n'a pas sa place dans la police, les violences illégitimes n'ont pas leur place non plus dans nos rangs. Et après, il y a un certain nombre de problèmes de formation, de commandement et de structure. Mais est-ce qu'il y a une crise aujourd'hui au sein de la police nationale ? Il y a une institution qui est extrêmement sollicitée depuis 2015 finalement, qui a été sollicitée à la fois sur le front de l'antiterrorisme, du maintien de l'ordre, de l'antidélinquance. Il y a un malaise, il y a une attente des policiers pour que les choses changent. Donc oui. voilà, après on l'appelle comme on veut, mais c'est on va indéniable. rentrer dans le détail après des solutions ou des idées qui sont sur la table pour réformer soit le contrôle, soit le fonctionnement de la police nationale. D'abord, une question d'ordre général, Léo Moreau, je vous poserai la même. Y a-t-il aussi aujourd'hui une crise au sein de la police nationale et des forces de l'ordre ? De mon point de vue de sociologue de la police, il y a effectivement crise de cette institution pour deux raisons. Je pense que la France est le seul pays en Europe qui, à ce point, fasse les unes de journaux sur les problèmes policiers. Un jour de racisme, un autre de violence, un troisième de, que sais-je, absentéisme, défaillance des services de renseignement et autres. Dans aucun autre pays européen, cette institution suscite une telle interrogation collective. Et puis, il y a crise... Parce que des bavures, il y en a ailleurs en Europe. À la fréquence à laquelle elles sont observées en France, je ne pense pas connaître de pays européen qui ait la même fréquence de bavures médiatisées comme en France. D'accord. Constat, on vous a entendu Fabien Jobard. Même question Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes d'accord, il y a un problème structurel en France avec ces violences à répétition de la police nationale ? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un problème structurel. Si vous voulez dire qu'il y a un problème systémique, ma réponse est non. Si vous voulez me faire dire qu'il y a des policiers violents ou des violences policières, parce que c'est une question d'emballage qui ne règle rien en fait sur la réalité de plusieurs crises que subit la police, une crise sociale, une crise d'identité, une crise matérielle, une crise morale, une crise de moyens, une crise de fatigue aussi. La réponse est oui. Je précise toutefois que la police nationale française, police d'État, est relativement peu comparable à la quasi-totalité des autres polices européennes parce qu'elle a une sorte de monopole structurel, police plus gendarmerie, alors que dans la plupart des autres pays, les systèmes sont plutôt fédéralisés, avec un très grand nombre de polices locales, municipales, régionales, territoriales, qui effectivement ont beaucoup moins de problèmes, en tout cas la visibilité de leurs problèmes est de moins grande ampleur, mais qui sont peu comparables avec la police d'État française. Alors ma question portait sur le caractère systémique, effectivement, vous l'avez dit Alain Bauer, parce que c'est vrai que, pour reprendre le cas d'espèce, sur le passage à tabac de Michel Zecler, une autre vidéo, vous l'avez vu, à l'extérieur, montre qu'il se prend d'autres coups par d'autres policiers. 6 autres l'immobilisent, alors qu'il crie, et tous les autres regardent. Plus de 15 policiers au total pour un seul homme à terre. Est-ce qu'on peut toujours parler, dans le cas d'espèce, d'un cas isolé, Alain Bauer ? Je ne sais pas si ce cas est un cas isolé. Un système, une dérive systémique, c'est quand l'ensemble de la hiérarchie décide
que la violence contre les citoyens est un phénomène normal, qu'on doit la récompenser, la soutenir et la promouvoir. Or, il se trouve, non, je vous aussi pose la question. paradoxal Je vous que pose ça la puisse question. paraître. Je vous pose la question parce que Oui, mais j'aimerais finir ma réponse, plus si ça ne vous ennuie pas, parce que j'appartiens à la catégorie des gens qui répondent aux questions. Bien, mais je la Et prolonge comme vous me la simplement. posez, je vais y Je la répondre. prolonge simplement parce que je suis pas sûr que vous l'ayez bien compris. Ce que je veux dire par là, c'est Ah, qu'il y a 15 policiers qui sont autour et personne ne bouge et tout le monde semble trouver ça normal. Systémique, ça a un sens. Ça veut dire que l'ensemble de la structure est favorable à des violences policières de manière systémique et structurelle. Là, la question qui est posée, c'est la capacité qu'ont une partie des policiers à tolérer des agissements insupportables des autres au nom d'un processus qui est l'esprit de corps ou leur interprétation de l'esprit de corps. Ce sujet-là est un vrai sujet majeur. Le fait que la police d'État ait des dispositifs qui sanctionnent massivement les policiers est une réalité en interne, et le fait qu'on ne sache pas très bien comment elle gère ces sanctions dès lors qu'il y a une confrontation avec des citoyens pose un problème sur la légitimité et, je dirais, la capacité à admettre qu'elle peut le faire. Mais je ne crois pas qu'il y ait systématiquement des violences policières comme si toute l'institution considérait la violence comme un mécanisme normal et régulier. Et d'ailleurs, la plupart des policiers mis en cause sont ceux qui mentent, autant à leur hiérarchie qu'au pouvoir judiciaire, avant de se faire prendre la main dans le sac. Donc la réponse à votre question est non, il n'y a pas de violence policière systémique. Oui, il y a des policiers violents et malheureusement, il y en a trop. Alors, je vais récupérer votre nuance. Elle est importante dans sa précision. L'esprit de corps, est-ce que vous partagez ce que vient de dire Alain Bauer, Léo Moreau? Est-ce qu'il y a un esprit de corps qui fait que la violence n'est jamais dénoncée au sein de l'institution policière? Je crois qu'il y a deux choses qui sont différentes. Bien sûr qu'il y a un esprit de corps Et que dans la police. et que cette question est taboue. Non, la question n'est pas taboue. On voit depuis ce matin, mais on le voit aussi à chaque fois qu'on a ce type de vidéo, un certain nombre de policiers qui s'expriment et qui disent aussi leur tristesse et le fait qu'ils n'ont pas envie d'être associés à ce type de comportement. Maintenant, vous me demandiez s'il y avait un esprit de corps dans la police. Oui, il y a un esprit de corps. C'est un métier qui est extrêmement difficile, ça je crois que tout le monde le reconnaît, où on est confronté au quotidien à la misère, à la mort. Donc oui, il y a une forte solidarité entre les fonctionnaires. Maintenant, il ne faut évidemment pas que ça conduise, comme ça peut parfois être le cas dans certaines unités, à couvrir ce type de comportement. Alors, 19h27, vous restez avec nous. On se posera la question de la formation de l'IGPN et puis de la lutte contre le racisme aussi au sein de la police. À tout de suite. Europe Soir, Le 18-20. Julien Bugier. 19h30, la suite du débat du Club des idées. Et ce soir, on s'intéresse à la violence au sein de la police. Après cette vidéo de passage à tabac du producteur parisien qui s'appelle Michel Zecler. On en parle donc ce soir avec nos invités. Question ce soir pour vous, Fabien Jobard. Vous êtes sociologue, spécialiste des questions de la police. Pour aller plus loin, est-ce qu'il y a une crise de commandement, comme l'écrit aujourd'hui Le Monde dans son éditorial, au sein de la hiérarchie policière? Est-ce que le fait qu'il y ait ces dérapages est lié à la manière dont sont dirigés et commandés les agents de la police nationale? Si on prend appui sur la vidéo qu'on a vue, on voit des fonctionnaires de police passer à tabac un individu sans raison manifeste de le faire pendant de longues minutes, sans qu'à aucun moment la moindre hiérarchie se rappelle à leurs bons souvenirs et leur disent par radio ou bien en se déplaçant sur les lieux, les gars, on s'arrête quelques instants et on se demande, on essaye de savoir ce qu'on fait, est-ce que c'est bon? En fait, notamment dans les grandes agglomérations, à la suite de différentes réformes de la police qui ont été engagées depuis une quinzaine d'années, il y a de moins en moins de hiérarchie sur le terrain et dans les services et en commandement. Et aujourd'hui, l'une des crises, et c'est ce qui donne son aspect systémique, l'une des crises de la police, c'est que les gardiens de la paix sont engagés plus jeunes, ils entrent dans la police avec un temps de formation qui est moindre qu'auparavant. Alors on va en parler de la formation. Et ils arrivent sur le terrain en étant moins encadrés que ne l'étaient leurs prédécesseurs. Et donc ça donne des policiers qui tabassent un individu sans même craindre que la hiérarchie puisse à un moment être au courant de ce qu'ils ont fait. Alors on en parlera plus précisément et on rentrera dans le détail des choses sur la formation, sur la crise de commandement. C'est vrai que pour reprendre des exemples concrets, outre la vidéo de Michel Zecler, à la République lundi soir, place de la République à Paris, c'est un commissaire divisionnaire haut gradé de la brigade anticriminalité qui a fait ce fameux croche-pied
à un manifestant. Et c'est le préfet allemand qui ordonne cette évacuation par des hommes dont, visiblement, ça n'est pas la mission, c'est ce qui a été dit. Pourquoi, par exemple, ne pas avoir agi au petit matin, dans le calme, avec des unités de maintien de l'ordre habituées à ces opérations? Ce sont évidemment des questions qui se posent. Alain Bauer, votre position sur cette crise ou non de commandement? Je ne sais pas s'il y a une crise de commandement. Je pense qu'il y a un défaut et un déficit de commandement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Fabien Jobard. L'écrêtement qui a commencé d'ailleurs dans les années 95, il y a plus de 20 ans maintenant, qui visait à transformer un cylindre en pyramide, non pas en créant de nouvelles fonctions ou en offrant de nouveaux dispositifs, mais en supprimant beaucoup de commissaires, d'officiers, supprimant aussi des officiers de police judiciaire, ce qui a amené une crise moins visible, mais très importante de la qualité de la procédure judiciaire, et ça n'est pas rien, est une réalité physique. Quant à demander à des unités de BAC ou à des policiers qui n'ont jamais été formés au maintien de l'ordre, aux moyens du maintien de l'ordre, aux techniques du maintien de l'ordre, à l'armement du maintien de l'ordre, qui sont des amateurs du maintien de l'ordre, de gérer le maintien de l'ordre, ça a toujours été un drame et ça a été un désastre dans l'affaire des Gilets jaunes, et ce désastre n'est toujours pas résolu. Alors quand ça sort, si vous voulez intervenir le matin, le soir, l'après-midi, ce sont des questions de tactique et des décisions qui sont prises bien au-delà du préfet, quel qu'il soit, d'ailleurs de police ou d'ailleurs, mais les manques d'effectifs et l'incapacité à les mobiliser du fait de ces pertes considérables d'effectifs spécialisés d'un côté et d'encadrement de l'autre ont des effets sur, effectivement, les violences, les exactions et la visibilité qu'on peut trouver de ces situations. Je rappelle qu'en 2017, d'ailleurs, Emmanuel Macron disait ceci: « Ce que je ne comprends pas, disait-il, c'est que l'on ne mette pas en cause la hiérarchie policière quand il y a, de manière évidente, un problème. » Léo Moreau, membre du bureau national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, est également avec nous ce soir en studio. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a un problème de hiérarchie et de commandement ? Oui, il y a un problème de hiérarchie, mais il y a un problème de structure de toute façon dans la police. Bon, je précise simplement qu'à ce stade, a priori pour les faits de samedi soir, pour autant qu'on le sache, il n'y avait pas de commissaire ou d'officier sur le terrain dans le 17e. Donc on verra, l'enquête établira les conditions dans lesquelles les agents ont rendu compte ou non justement de leur action. Après, on a une chaîne de commandement qui devrait évoluer. C'est pas le cas parce qu'il y a aussi beaucoup de conservatisme dans la police. On a encore, ce qui n'est pas le cas par exemple dans la gendarmerie, deux corps différents, les officiers, les commissaires, qui sont formés sur des sites différents alors qu'ils relèvent de la même école. Donc il y a beaucoup d'évolutions qui auraient dû avoir lieu depuis longtemps pour qu'on ait un commandement plus uni, plus fort et en capacité aussi d'encadrer davantage les effectifs. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Après, on parlait de la République, du problème des unités engagées. Effectivement, si vous demandez à un professeur d'histoire de faire un cours de maths, il va le faire moins bien. Si vous demandez à des gens qui ne sont pas formés à la gestion des foules comme les brigades anticriminalité... Il y a un patron quelque part, en l'occurrence le préfet allemand, qui a demandé à des unités dont ça n'est pas forcément la spécialité d'intervenir. Donc il y a une responsabilité de la hiérarchie dans le cas d'espèce. Il y a bien sûr des gens qui prennent les décisions, donc des responsabilités, après qui remontent la chaîne de commandement, au-delà même des officiers et des commissaires qui sont engagés sur le terrain, on le disait. Pourquoi ce choix ? Je pose la question parce qu'il y a un argument qui revient beaucoup, c'est le sentiment d'impunité. On nous dit les policiers agissent parfois comme ça parce qu'ils ont le sentiment d'impunité, Fabien Jobard. Effectivement, si on voit que les policiers qui ont passé à tabac Michel Zecler, samedi 21 novembre, ont conduit cette victime au poste, l'ont placé en garde à vue pour violence contre les policiers et sont même allés jusqu'à le présenter au procureur, en étant presque certains qu'au fond, le procureur n'y verrait rien et laisserait passer. Alors, il se trouve que le procureur, quelque chose lui a suggéré que la situation n'était pas normale. Il a relâché Michel Zecler. Avant la diffusion de la vidéo ? Absolument. Il a relâché Michel Zecler, l'a libéré des charges qui pesaient sur lui et au contraire a demandé une enquête sur les policiers. Mais ça veut dire qu'en temps normal, temps normal, des policiers à Paris, en plein cœur de Paris, 17e arrondissement, peuvent se dire « j'ai passé à tabac quelqu'un, je vais le présenter devant le procureur en le chargeant d'outrage et de violence, et ça passera comme une lettre à la poste ». Et donc là, pas seulement la police, qui est une institution en cause, mais l'articulation entre la justice, et notamment le parquet, et la police. Je voudrais vous faire partager une archive. Ça se passe il y a 28 ans, au journal de 20h sur France Télévisions.
Et maintenant, un rapport qui fait des vagues. La Fédération internationale des droits de l'homme évoque en des termes très directs le racisme endémique de la police française. Vous imaginez la suite, les syndicats de policiers crient au scandale. Pour eux, on utilise des incidents mineurs pour jeter la suspicion sur toute une profession. Voilà, racisme endémique, vous avez entendu Alain Bauer. Cette fois, c'est pas moi qui le dis, c'était en 1992. Ah, mais je n'ai pas de commentaire à faire sur ce que dit la Fédération internationale des droits de l'homme. Il y a des racistes dans la police, et peut-être y en a-t-il beaucoup, ou y en avait-il trop. Il se trouve que si vous regardez la police, comme chacun peut le constater, elle a évolué, elle s'est diversifiée, et il y a probablement encore des racistes, des extrémistes, des fascistes et des violents dans la police. De là à faire ce que vous essayez de faire et qui ne me semble pas raisonnable, une sorte de généralisation systémique justement sur ils sont tous racistes, ils sont tous extrémistes, ils sont tous fascistes et ils sont tous violents. Je peux vous faire la même chose sur les instituteurs soi-disant pédophiles ou les curés mis en cause pour des violences sexuelles. Il me semble pas avoir dit ça, faut Alain Bauer, gérer, il faut s'interdire l'essentialisation et la généralisation hâtive. Ça n'empêche pas de poursuivre et d'éjecter tous ceux qui se laissent aller à ces penchants, et particulièrement dans une police nationale qui se veut républicaine. Alors, question concrète. Faut-il, pour avancer, réformer l'IGPN pour un contrôle plus indépendant, Léo Moreau? On peut regarder ce qui se passe à l'international, on peut regarder un certain nombre de choses. Pour autant, moi, je ne veux pas non plus laisser croire que la police n'est pas contrôlée aujourd'hui, puisque c'est l'administration d'État qui prend plus de 50% des sanctions qui sont données dans la fonction publique de l'État, avec un peu plus de 5% des effectifs. Oui. Il y a un contrôle à la fois par l'IGPN, dont les enquêteurs font un travail compliqué, et je veux quand même le rappeler, sous l'autorité de la justice quand ils agissent dans le cadre judiciaire. Il y a un contrôle hiérarchique, il y a un contrôle par les médias. Donc il n'y a pas une police en roue libre comme on peut l'entendre quelquefois. Le syndicat de la magistrature dit, lui, sur environ 10 000 signalements, je cite les chiffres à l'IGPN, il y a 3% de sanctions. Oui, je ne sais pas si c'est trop peu ou pas. Hein. Ce sont les chiffres du les syndicat de la magistrature. Il faut savoir de quel signalement on parle. Oui. Parce qu'il y a aussi une plateforme de signalement sur Internet, ce qui n'est pas le cas pour d'autres administrations, sur laquelle vous pouvez saisir directement l'IGPN. Mais est-ce que ça relève ou pas d'une procédure disciplinaire, d'une procédure judiciaire? Ça, effectivement, à chaque fois, l'IGPN analyse au cas par cas la situation. Vous évoquiez, Léo Moreau, ce qui se passe à l'étranger. C'est vrai qu'il y a un exemple, c'est l'Angleterre qui est assez singulier. Là-bas, le directeur général de l'équivalent de l'IGPN est nommé par le ministère de l'Intérieur, mais n'a pas le droit d'avoir travaillé dans la police auparavant. Il en va de même pour toute l'équipe qui est à la tête de l'institution. Quant aux membres de ce conseil exécutif, ce sont des citoyens. Est-ce que ça, c'est une piste à suivre, Fabien Jobard? Oui, c'est une piste à suivre. Il faut quand même bien garder à l'esprit que je maintiens l'idée qu'il faut des policiers pour enquêter sur la police, parce que c'est une maison compliquée, c'est une maison à mains égards opaque, et si vous n'y avez pas passé suffisamment de temps pour connaître un peu les ficelles du métier, vous ne pourrez pas rentrer dans la police et subitement faire la lumière. C'est Fabien Jobard, il faut des policiers. Il faut des policiers, mais en effet, il ne faut pas pour autant que ces mécanismes d'enquête soient à circuit fermé en coulisses, et c'est trop souvent l'impression que donne l'IGPN. Si vous prenez le rapport annuel de l'IGPN, vous serez bien en peine de comprendre au fond combien de violences alléguées par les citoyens ont débouché à la fin sur des sanctions prises, en partie à cause de difficultés techniques, mais aussi parce qu'il n'y a pas ce regard extérieur dans une institution qui permettrait, comme le fait le défenseur des droits, d'avoir au fond un point de vue plus équilibré sur la manière dont fonctionne l'institution et sur les déviances qu'on peut y constater. Bien. Même question, Alain Bauer. Et vraiment, Alain Bauer, je veux clarifier les choses. Vous savez, moi, je suis un grand défenseur de la police nationale, mais je suis comme Antoine Griezmann. Quand j'ai vu ces images-là, c'est vrai que j'ai eu un peu mal à ma France, comme il a tweeté sur les réseaux sociaux. Votre sentiment, vous, sur l'IGPN, est-ce qu'il faudrait réformer cet organe de contrôle ? C'est-à-dire qu'il faut garder la technicité et la compétence pour les affaires internes qui sont l'essentiel de l'activité de l'IGPN, et imposer la présence, par exemple, je l'ai écrit il y a déjà une dizaine d'années, d'un représentant du défenseur des droits pour toutes les affaires qui concernent des exactions ou des exactions alléguées sur des citoyens. Je ne pense pas qu'il faut détruire l'IGPN, je ne pense pas qu'il faut la remplacer par un organe entièrement citoyen et extérieur. Et le système anglais, je vous rappelle qu'il y a 52 polices, pas une seule, ce qui explique aussi
des différences très importantes, comme aux États-Unis où il y en a 16 000. Nous, on en a grosso modo 2, plus des polices municipales qui nécessiteront un jour d'ailleurs elles-mêmes d'avoir leurs inspections créées. Mais en la matière, je pense que l'essentiel, c'est d'imposer, dès lors qu'un citoyen est pris à partie ou conteste ou indique qu'il a été victime d'une exaction ou d'une violence non justifiée, et d'ailleurs je ne vois pas laquelle pourrait être justifiée d'ailleurs, alors il faut qu'il y ait en plus de l'IGPN, à l'intérieur de l'IGPN, un représentant du défenseur des droits. Problème de formation ou pas aussi je ne sais pas qui veut répondre. Léo Moreau, problème de formation au sein de la police, ça a été évoqué tout à l'heure par Fabien Jobard. Celle d'un adjoint de sécurité, par exemple, est de 12 semaines, je crois, 3 mois pour porter l'uniforme et apprendre les bases. La formation d'un gardien de la paix, ça dure 1 an. On sait que c'est eux qui sont ensuite sur le terrain. En Allemagne, par exemple, à Berlin, la formation d'un gardien de la paix, c'est 2 ans et demi. Et en sortie d'école, ils sont envoyés dans les quartiers sensibles, les agents de sécurité de la police nationale française. Est-ce que la formation est suffisante ? La formation doit certainement évoluer parce que, vous le disiez, à la fois au niveau de sa durée et de son contenu, il y a des choses qui doivent changer. Le président de la République, dans son programme en 2017, nous avait dit qu'il allait faire une académie de police qui réunirait les différents corps de la police nationale, les gardiens de la paix, les officiers, les commissaires, pour travailler ensemble et pour améliorer la formation. Donc on attend la concrétisation de ce projet que personnellement on appelle de nos voeux au SCSI pour améliorer la formation. Pour l'instant, on ne voit rien venir alors qu'il y a de vraies questions. Je parlais tout à l'heure de la formation des cadres qui est encore séparée aussi. Donc il y a des évolutions qui doivent intervenir et peut-être aussi une meilleure connaissance des territoires dans lesquels les policiers seront affectés en sortie d'école pour qu'ils ne les découvrent pas au moment de leur premier contact dans ces quartiers. Fabien Jobard, vous disiez tout à l'heure, vous avez amorcé la conversation qu'on a maintenant, la formation, c'est l'une des clés. Oui, la formation, c'est l'une des clés parce que les policiers qui interviennent dans les quartiers les plus difficiles sont aussi les policiers les plus jeunes. Et je ne serais pas surpris d'apprendre que parmi les 3 ou 4 policiers mis en cause là, dans l'affaire dont on a parlé, ils aient peu d'années de service derrière eux. Et donc on est face à un paradoxe quand même assez singulier. Dans les quartiers dans lesquels il faut des policiers expérimentés, on envoie les plus jeunes en sortie d'école. Et la durée de la formation a été réduite lorsque, avec le président Hollande, on a défendu l'idée d'une police qui serait massivement employée sur l'antiterrorisme. Il fallait subitement du bleu partout, pour garder les écoles, pour garder les institutions, pour patrouiller. Et donc, le président l'avait dit lui-même, je raccourcirai le temps de formation pour qu'il soit plus rapidement présent dans la rue. Ça donne une catastrophe, rendez-vous compte. À Berlin, comme vous le disiez, où la police est régionale, donc les policiers sont berlinois, ils parlent d'ailleurs avec l'accent berlinois là-bas, les policiers sont sur le terrain en responsabilité après 3 ans. 3 ans et non pas 12 mois. Oui. En tout cas, dans le cas d'espèce, vous évoquiez l'affaire de Michel Zecler, c'est dans le 17e. Et d'après ce qu'on semble voir sur la photo, il y a un des 3 agents qui a l'air un peu plus âgé que les autres. Donc je ne sais pas si c'est un jeune policier, comme vous l'évoquiez à l'instant. Alain Bauer, d'accord sur le constat que la formation est insuffisante aujourd'hui en France ? En fait, il y a 2 sujets. Il y a la formation initiale qui a été beaucoup réduite et qu'il faudrait remettre à un niveau acceptable, qui est bien plus élevé. Il y a la formation permanente. Le fait que c'est pas parce qu'on a appris un jour le code de déontologie, les gestes autorisés et parfois même les gestes qui ne le sont plus, que ça reste. Et donc il y a un vrai problème de suivi et de remise à niveau régulier et permanent des policiers. Et puis il y a une situation tout à fait inédite et rarissime, qui est que la France est un des rares pays où on peut être commissaire de police sans avoir été policier soi-même. Et donc dans la plupart des autres pays, on devient policier puis brigadier, on fait des concours internes, ils peuvent même être rapides si on est extrêmement brillant, mais au moins on a connu la réalité du terrain et appris beaucoup de ces choses et de cette expérimentation. Et effectivement, comme vous l'indiquez lui-même, d'après ce que j'ai pu voir dans les retours sur cette dramatique et scandaleuse affaire du 17e arrondissement, un des policiers n'était pas un jeune policier, mais un brigadier, ce qui veut dire que le problème n'est pas seulement la formation des jeunes mis en place très rapidement dans des endroits très sensibles, un peu comme les instituteurs ou les enseignants d'ailleurs. On sent bien que Mammouth 1 et Mammouth 2 se ressemblent beaucoup de ce point de vue-là, l'éducation nationale et le ministère de l'Intérieur, mais aussi du fait de suivre ces affaires, de les remettre à niveau, et ça vaut pour la déontologie comme pour les gestes techniques. Alors vous faites une transition toute trouvée pour la dernière partie, Mammouth, parce que c'est vrai que derrière tout ce qu'on se dit là, on amorce un certain nombre de pistes, de réflexions, de solutions, éventuellement de réformes, mais il faut
derrière que le pouvoir public, que les responsables politiques enclenchent ces réformes et ces réflexions. Je voudrais vous faire partager ce qu'a dit aujourd'hui Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Il y a un déni sur le fait qu'il y a de la violence chez certains policiers. Il y a un sujet aujourd'hui avec le préfet de police de Paris qui, dans sa doctrine du maintien de l'ordre, donne tous les ingrédients pour que ça se passe mal. Alors, c'est pas sur le préfet l'allemand que je voudrais qu'on revienne ensemble, c'est sur le mot déni. C'est vrai qu'il y a une forme de tabou, de déni, appelons-la comme l'on veut, cette manière de ne pas voir les choses. Mais du coup, on a l'impression que cette réflexion-là qu'on a tous ensemble ce soir, on n'arrive pas à la mener sereinement autour de la police nationale. Ouais. Moi, je ne vais pas Laurent. dire le contraire de Laurent Berger. Notre organisation est affiliée à la CFDT. Mais c'est pour ça que j'ai est- fait en sorte de vous le faire écouter. On est un syndicat attaché évidemment à la conception d'une police républicaine. Il n'y a pas de déni de nos collègues, mais il peut y avoir un déni institutionnel des problèmes dans certaines unités qui ne concernent pas l'ensemble des policiers, parce que ça n'aurait pas de sens de dire que l'ensemble des policiers sont violents et racistes, mais personne d'ailleurs, je crois, ne partage ce point de vue. Voilà, ce qu'il faut, c'est traiter le problème de manière pragmatique. On a un certain nombre de problèmes qu'on évoquait, de formation, de structure, de commandement. Mais la volonté et de celui-là. politique, où est-elle ? Oui, la volonté politique, elle a été, je crois, défaillante sur cette question, parce que jusqu'au président de la République, vous vous souvenez, qu'a été quand même prononcé un interdit de prononcer même le mot violence policière. Violence policière n'existe pas dans un état de droit, puisque ça n'existe pas dans le droit. Oui. Vous voyez ? Et donc, quand le politique est amené à réfléchir sur cette question et à réfléchir sur les moyens de contrôler la police, il est trop tard. Alain Bauer, en quelques secondes, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mener cette réflexion-là aujourd'hui en France ? Parce que l'État central en France vit avec une idée curieuse qui est que il a un problème avec le peuple, de la Grande Jacquerie jusqu'à nos jours. Il a peur de la révolution. Il considère la police non pas comme une police nationale, mais une police d'État, une garde prétorienne. C'est d'ailleurs un des éléments structurants de sa propre histoire, à la police d'État. Elle ne vient pas du Mésozoïque supérieur de l'Antiquité romaine. C'est une création baroque à un moment difficile de notre histoire. La police nationale s'est nationalisée, elle fait des efforts pour devenir une vraie police nationale, mais par contre, l'État, lui, la considère comme sa garde prétorienne. Il en a à la fois besoin et parfois peur. Il sait ce qu'il lui doit dans l'affaire des gilets jaunes, et donc régulièrement, il y a des tentatives. Elles ont eu lieu avec Pierre Joxe, par exemple, Oui. pour déontologiser la police, et puis il y a des moments avec Charles Pasqua ou d'autres pour dire bon, je prendrai votre défense quoi qu'il arrive, et puis des ministres plus équilibrés qui ont dit si vous êtes agressé, je vous protégerai, si vous commettez des exactions, je vous punirai. Et je crois que les policiers sont assez grands pour ne pas être infantilisés ou apeurés ou piédestalisés, mais pour comprendre que cet équilibre-là, il est le cœur de ce qui sauvera leur institution, et que d'ailleurs, parmi tout cela, c'est moins les politiques qu'eux-mêmes qui doivent aussi agir pour éjecter les brebis galeuses qui autrement saliront l'ensemble du corps policier. Et c'est ça l'enjeu aussi. Eh bien, voici un message raisonnable qui conclut parfaitement cette émission. Merci à tous les trois d'y avoir participé. 19h50, on se retrouve dans quelques secondes avec les archives d'Europe Soir. À tout de suite.